Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous êtes sur France 3 Bretagne, on est ravis de vous accueillir en ce lundi matin. On espère que vous avez la pêche. C'est notre cas, on est tous très en forme sur le plateau et c'est le cas aussi de Sébastien No qui est avec nous pour nous parler d'emploi. Oui, bonjour Laurence, aujourd'hui la chronique va être, le thème c'est Stop au Tinder de l'emploi. Tinder c'est quoi? Oui. Site de rencontre. Alors ça se passe comme ça dans l'emploi. Il va falloir éclaircir ça. Ok, tout à l'heure. Adélaïde, avec vous, on ne parlera pas de Tinder, mais de mer. De mer, ça arrive qu'on puisse se rencontrer sur des un bateaux, comme des bateaux qui font du transport à la voile, puisque c'est la thématique du documentaire à voir ce dimanche à bord d'un bateau affrété par une compagnie irlandaise, le Nordlice. On en saura plus tout à l'heure et ce sera dans le littoral, donc ce week-end. Nous évoquerons aussi les diagnostics immobiliers devenus incontournables lors de la vente d'un bien afin d'informer l'acheteur de l'état du logement, de ses installations et de ses performances énergétiques. Nous les détaillerons avec notre notaire, Maître Geoffroy Aymonet. Et puis nous ferons également, pour être très complet, un point sur les possibilités d'aide à la rénovation énergétique sur nos 4 départements bretons avec Lucie Kemener, juriste à l'ADIL d'Ille-et-Vilaine. Kira Kimera sera également des nôtres. Cette bretonne catcheuse professionnelle partagera avec nous sa passion. Elle en a fait son métier et elle a ouvert sa propre école de catch près de Rennes. Elle nous dira quelles sont les joies et les difficultés de ce milieu méconnu. Enfin, on retrouvera notre ami Billy à la SPA de Rennes. Il nous présentera un nouvel animal à adopter. Ce matin, c'est Nesta que vous voyez là, qui a 8 ans. Voilà, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission Ensemble, c'est mieux. Et ce matin, nous parlerons principalement des diagnostics immobiliers. Ma chère Catherine, ça vous a inspiré, les diagnostics immobiliers? Et comme vous connaissez consciencieuse que je suis allée rapidement avant l'émission sur la page Wikipédia du diagnostic immobilier pour faire des recherches. Alors, je vais vous le dire, et là, accrochez-vous parce que je vais vous impressionner. Ce sont notamment des diagnostics qui visent à analyser les contraintes structurelles ou environnementales qui ont une influence, entre autres, sur la valeur de votre bien immobilier. Voilà. Je pourrais lâcher le micro, arrêter là la chronique, mais non, puisqu'il y a plusieurs types de diagnostics, plusieurs critères en tout cas pour diagnostiquer. Vous en parlerez quand même beaucoup mieux que moi, rassurez-vous, je ne vais pas vous voler votre fond de... Geoffroy qui commence à se décomposer. Dis donc, ça commence à être intéressant ce qu'elle dit. Non, rassure-toi Geoffroy. Alors, j'ai vu surtout autres risques et les autres types de diagnostics, et c'est ça qui m'a intéressée, notamment sur des choses qui ne sont peut-être pas diagnostiquées avant un achat, mais qui devraient l'être. Notamment, pourquoi pas faire des tests de personnalité des voisins. Parce que c'est quand même les premières personnes que vous croisez, ils représentent le reste du monde, enfin, si je puis dire, quand vous sortez de chez vous. Alors, peut-être vous allez pouvoir rechercher peut-être des gens qui vous parlent uniquement de météo, et ensuite on va tranquillement, chacun avec son attaché-caisse dans sa voiture, et puis pas plus. Moi, mon voisin, ça va, on parle géopolitique, donc c'est plutôt cool. Après, faut pouvoir échanger. Donc, petit test de personnalité des voisins. Et là, hop, il y a une autre encore occasion d'être chauvin, et vous imaginez bien, Laurence, que je ne vais pas la manquer. Il se trouve que le 3-5, l'Ille-et-Vilaine, comporte le meilleur croissant de France actuellement. C'est vrai. À Saint-Grégoire. Ouais. Et là, on peut dire que la qualité de la boulangerie la plus proche devrait être étudiée lors de l'achat d'une maison. C'est pas faux. Et là, normalement, les prix devraient augmenter à Saint-Grégoire. Si imaginez, vous êtes à 100 mètres à pied du meilleur croissant du monde. Oui, c'est devenu le meilleur croissant du monde. Pour le bien. Mais oui, voilà, au moins 10% de plus. Je suis capable de payer ça en tout cas. Et puis après, il y a plein d'autres facteurs. Mince, c'est bête. J'ai pas le temps de les voir. C'est dommage, j'avais vraiment bossé. Non, mais le facteur de gentrification aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de salons de thé et de meubles design près de chez vous? Ou est-ce qu'il y a beaucoup aussi de magasins de bières artisanales sans gluten? Moi, je sais que ça m'intéresse, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, le meilleur croissant du monde, il est où? Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire. Merci Catherine. Allez, on va commencer par une petite introduction en images sur les diagnostics immobiliers. Votre appartement nous plaît beaucoup. Vous auriez le DPE? Le DP quoi? La vente d'un bien immobilier exige que le vendeur fasse faire jusqu'à 9 diagnostics techniques afin d'informer l'acheteur de l'état du logement, de ses installations et de ses performances. Et là, notre vendeuse est en tort. Qui, moi?
Le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui en gros vous indique votre facture de chauffage, doit être fait dès la rédaction de l'annonce. Pour les autres diagnostics, le vendeur n'est dans l'obligation de les fournir que le jour de la signature de l'acte de vente. Sinon, l'acheteur peut annuler la vente. En réalité, il est hautement recommandé de faire tous les diagnostics au plus tôt. L'acquéreur sera informé et rassuré. Attention, ces diagnostics n'ont pas la même durée de validité. Par exemple, pour les termites, c'est 6 mois. Pour le plomb, c'est illimité s'il est négatif. Et pour le DPE, c'est 10 ans. Si vous êtes vendeur, sachez que les prix sont libres et dépendent de la taille et de l'âge de votre logement. Selon les cas, cela vous coûtera de 150 à 500 €. Notez aussi qu'en cas de contestation de ces diagnostics par l'acquéreur, le vendeur n'est pas protégé contre la clause de vice caché. Tout dépendra de sa bonne foi. Quoi qu'il en soit, pour une transaction immobilière réussie, les diagnostics, c'est vital. Alors, est-ce que c'est vital? Eh bien, la réponse tout de suite avec Maître Geoffroy Aymonnet, c'est vraiment vital? C'est vital. Ah oui, sûr, d'accord. C'est légal d'abord. C'est légal. Et il en est de même que pour un véhicule, vous faites votre contrôle technique. Il y a un parallèle qu'on peut faire assez facilement avec le diagnostic immobilier. C'est pas exactement pareil, mais c'est quand même assez proche. Vous ne vendrez pas votre logement si vous n'avez pas un dossier de diagnostic technique. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les parties, puisque le vendeur, ça lui permet, lui, de tout dire et donc de décharger sa responsabilité en quelque sorte sur la vente du bien. Et puis l'acheteur, ça lui permet d'avoir toutes les caractéristiques, les qualités, les défauts du bien. Donc c'est vraiment très important que le dossier de diagnostic soit produit avant la vente. D'accord. Quelles sont les obligations légales dans le détail, hein? Combien de diagnostics immobiliers, quels sont-ils? Il y en a, au maximum, il peut y en avoir 8 ou 9, mais c'est vrai que tout dépend, et c'est là où c'est compliqué, et beaucoup plus compliqué qu'un contrôle technique automobile, c'est que tout dépendra de l'âge de votre bien, du fait qu'il soit situé dans une zone à risque ou pas, par exemple, ou contaminé par des termites ou des mérules. Ce n'est pas le cas partout en France. D'accord, donc tous les diagnostics ne sont pas obligatoires. Est-ce que vous vendez un appartement? Est-ce que vous vendez une maison? Donc beaucoup de critères s'entrecroisent. Donc le champ d'application est il est assez compliqué. Et ensuite, ils n'ont pas les mêmes durées de validité non plus. Donc, c'est assez compliqué. On a vu, effectivement. Donc, on a quoi? On a le fameux DPE. Voilà, le DPE, on le voit. C'est le diagnostic de performance énergétique. C'est ça. Donc, vous avez les étiquettes de couleurs avec les lettres qui déterminent si votre logement est plus ou moins énergivore. Et puis, il y a une étiquette climat qui permet de déterminer si il est, votre logement, émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il pollue l'atmosphère? D'accord. Il y a le plomb également? Le plomb, c'est le plomb, non pas dans les canalisations. On croit souvent que c'est le plomb canalisation, c'est le plomb dans les peintures. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est pareil, il y a une date de bascule. Tous les logements après 1949 ne sont théoriquement plus concernés par les peintures au plomb. Donc pas de diagnostic obligatoire pour un logement après 1949. L'amiante également? L'amiante également, pareil, il y a une date de bascule, 1997. Si vous êtes dans une maison qui a été construite avec un permis de construire postérieur à 97, vous n'aurez pas à produire de diagnostic amiante. Les termites? Les termites, ça fait partie des diagnostics qui sont prévus au niveau national, mais pas forcément applicables, tout dépend de la zone. Donc en Bretagne, par exemple, l'Ille-et-Vilaine, très légèrement applicable, il y a une commune qui est concernée, le Morbihan un petit peu. Sinon, ça peut être un diagnostic de confort, un diagnostic qui peut rassurer, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Donc, ça peut être une négociation avec le vendeur. Vous achetez un bien un petit peu ancien, vous avez des doutes sur la charpente, sur le bois. Vous faites établir ou vous demandez que soit établi le diagnostic, même s'il n'est pas obligatoire. C'est toujours rassurant pour l'acheteur, évidemment. Qu'en est-il de l'électricité et du gaz? L'électricité et gaz pour tout ce qui est vraiment habitat, donc tous les logements. Et toutes les installations qui ont moins de 15 ans n'ont pas à être auditées, n'ont pas à faire l'objet d'un nouveau diagnostic. D'accord. L'assainissement, c'est obligatoire? L'assainissement, c'est obligatoire pour l'assainissement individuel, c'est-à-dire l'assainissement pour une maison, pour un logement qui n'est pas relié au tout à l'égout. Vous avez par exemple une fosse septique, vous habitez en dehors d'un centre-ville, vous aurez à produire un diagnostic qui devra avoir moins de 3 ans. D'accord. Et puis alors, il y a un dernier point, l'état des servitudes, risques et d'informations sur les sols. Est-ce que tout le monde est concerné? Oui, là, à chaque transaction, moi je vous parle des ventes, mais d'ailleurs même une location, c'est la même chose, il faut produire un état des risques et pollution. C'est un document qui va vous renseigner sur l'environnement. Est-ce que vous êtes dans une zone inondable? Est-ce que vous êtes dans une zone à risque sismique? Et puis une partie pollution des sols, pollution humaine, pollution des entreprises, donc les risques technologiques, etc. Donc c'est tout un document global qui permet de savoir où vous allez poser votre valise. Si vous n'êtes pas de la région, c'est intéressant. En Bretagne, on a tout un littoral. Vous pouvez être dans une commune qui a un risque submersion marine, par exemple.
C'est le cas à Saint-Malo, c'est le cas dans plein d'autres villes, donc c'est intéressant de le savoir. Et puis il y a un risque spécifique aussi à la Bretagne qui peut faire l'objet d'un diagnostic, la mérule. La mérule, on est vraiment particulièrement concerné en Bretagne. Et le Finistère, pour les gens qui nous regardent, qui sont dans le Finistère, c'est le seul département en France, à ma connaissance, qui a prévu obligatoirement le diagnostic mérule pour certaines parties du territoire. Donc la mérule, vous savez, c'est ce champignon qui se fixe sur le bois dans des logements qui sont mal ventilés, qui sont confinés, humides, dans l'obscurité. Et ça peut, à l'extrême, rendre le bois à l'état de poudre, en fait. Ça le désagrège complètement, donc c'est vraiment très gênant. Donc ces communes-là sont obligatoirement concernées et le vendeur devra produire son diagnostic mérule. D'accord. Alors Geoffroy, puisqu'on parle de diagnostic, on parle également d'organismes de certification, évidemment, pour faire ces diagnostics. On va écouter la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Julie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie, j'ai 37 ans. Moi, je me pose une question sur les diagnostics immobiliers. Savoir s'il y a des organismes agréés pour les faire et s'ils sont toujours fiables et s'il y a des contrôles. Un petit peu comment ça se passe, quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors, sont-ils fiables? Comment être sûr, justement, de leur sérieux? Alors, c'est vraiment un métier. Les sociétés qui le font, les gens qui le font sont habilités et ils doivent avoir une certification. Alors, les certifications, vous savez, ce sont des organismes qu'on connaît tous qui les délivrent. AFNOR, COFRAC, DECRA, c'est comme un contrôle technique pour un véhicule, c'est-à-dire qu'ils doivent être agréés. Et ces certifications, ces organismes certificateurs sont eux-mêmes agréés par l'organisme national, le COFRAC, qui est le comité d'accréditation français, qui délivre ces accréditations. Donc si je peux donner un conseil, quand vous faites appel à un diagnostiqueur, il faut impérativement lui demander, avant qu'il intervienne, qu'il vous présente ses documents, qu'il vous présente une attestation sur l'honneur, comme quoi il a suivi des formations, comme quoi il est impartial, il est indépendant, il n'est pas lié à un organisme particulier commercialement parlant, il n'est pas lié à un réseau d'agences ou choses comme ça. Et puis bien sûr qu'il est assuré. Parce que si un jour il y a une difficulté, si vraiment il y avait une erreur du diagnostiqueur, c'est un professionnel comme n'importe quel professionnel, il doit être assuré. Est-ce qu'on peut lui demander un certificat médical pour s'assurer qu'il n'est pas porteur de champignons? Tout à fait. Pas de mérule, voilà. Il y a des gens qui sont porteurs de mérule, ça peut arriver. Et il faut que la mérule soit brûlée. Ok. Alors justement, pour obtenir une meilleure notation énergétique par exemple, ou améliorer en tout cas la qualité de son logement, on va se pencher maintenant pour être tout à fait complet sur les aides à la rénovation énergétique parce qu'elles sont nombreuses. Et on va faire un petit tour d'horizon justement avec vous, Lucie Kemener. Vous êtes juriste à l'ADIL d'Ille-et-Vilaine. Comment faire? Est-ce qu'il y a des aides qui sont accessibles à tous pour améliorer la qualité énergétique de son logement? Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures en faveur pour réaliser en tout cas des travaux d'économie d'énergie. La première, je pense, c'est la plus générale, c'est la TVA à 5,5. On a une TVA à 5,5 pour des travaux dans des locaux à usage d'habitation qui sont achevés depuis plus de 2 ans. Et ça concerne aussi bien des résidences principales qu'une maison louée ou une résidence secondaire. C'est à ce titre que je dis qu'elle est vraiment générale. D'accord, donc là, elle s'adresse à tous. Ouais. Il y a également l'éco-prêt à taux zéro? L'éco-prêt à taux zéro, l'éco-prêt, c'est un prêt à taux zéro, sans condition de ressources, qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis 2009. Il a été remodelé au cours de l'année 2019 pour le rendre plus opérationnel. On a des montants de prêts qui sont plus importants. Précédemment, il fallait réaliser soit un bouquet de travaux ou un ensemble, ou réaliser une étude thermique et réaliser les travaux préconisés par cette étude thermique. Maintenant, soit on réalise une action de travaux pour pouvoir déclencher l'éco-prêt. Et là, on peut obtenir un éco-prêt jusqu'à 15 000 euros. Quand même. Deux actions de travaux jusqu'à 25 000 euros et 3 actions de travaux, 30 000 euros de prêt à taux zéro sur 15 ans. Ou pour réaliser des travaux qui sont préconisés dans le cadre d'une étude thermique, on peut aussi avoir 30 000 euros. D'accord, donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Tout comme les primes énergie ne sont pas négligeables non plus. Non, ça faut y penser. Alors il y a beaucoup de communication qui est faite là-dessus maintenant. Les primes énergie, c'est des primes coup de pouce économie d'énergie qui ont été mises en place début 2019. Coup de pouce isolation pour les travaux, par exemple, isolation des planchers bas et l'isolation des combles, ou coup de pouce chauffage pour encourager les particuliers
à changer leurs vieilles chaudières, par exemple des vieilles chaudières fuel qui consomment, qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est d'encourager les particuliers. Donc il faut faire cette démarche avant la signature des devis. Ça, c'est très important. Essentiel, hein. C'est vraiment votre message principal. Voilà. Si on doit retenir une chose ce matin, c'est ça. Il faut faire les demandes avant de démarrer les travaux. Tout à fait, parce que il faut du coup, on peut choisir l'entreprise de son choix. Il faut une entreprise RGE, Alors, RGE, mais ça signifie reconnue garant environnement. D'accord, mais ça c'est vraiment... oui, ça vous le savez, vous le recommandez, Geoffroy, quand vous signez par exemple une... On est moins à même de parler de ces choses-là. C'est vrai que les gens, en général, suivent ça un petit peu de leur côté. Donc, ils nous posent moins de questions sur les travaux. Et on ne sait pas toujours, d'ailleurs, qu'ils vont faire des travaux. Donc, RGE. RGE, donc du coup, il faut contacter les organismes qui ont signé la charte avec le ministère de la Transition écologique. Donc, ils sont référencés sur le site du ministère. On enclenche la démarche avant la signature des devis. On réalise ses travaux et on touche ensuite les primes, où on peut avoir aussi sur le devis une déduction directement par rapport aux primes. D'accord. Alors il y a également le crédit d'impôt, le nouveau, ce qu'on appelle CIET. CITE, crédit d'impôt transition énergétique, donc qui existe depuis quelques années déjà, qui va être modifié dans le cadre du projet, dans le cadre de la loi de finances, qui va venir, qu'on aura fin décembre. Donc là, jusqu'à présent, le crédit d'impôt, on avait un crédit d'impôt qui était égal à un pourcentage par rapport au coût des travaux. Désormais, le crédit d'impôt va pour les ménages modestes sous plafond de ressources ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ces ménages modestes toucheront une prime forfaitaire en même temps que leur subvention de l'ANA. L'avantage, c'est que la prime, elle sera contemporaine, c'est-à-dire que les ménages n'auront plus à attendre 1 an pour faire leur déclaration d'impôt et toucher ce crédit d'impôt. D'accord. Alors, il y a des aides plus spécifiques avec des conditions de ressources. On n'a pas trop le temps de les détailler, mais on peut les citer. C'est l'ANA, les aides Action Logement. Oui, alors l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les particuliers peuvent obtenir des aides de l'ANA pour rénover un logement de plus de 15 ans. Donc 2 types d'aides au niveau de l'ANA. Sérénité, où les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 25%. Là, on touche une subvention de l'ANA et une prime Habiter mieux. Ou autrement, agilité, c'est une action de travaux parmi 3, c'est-à-dire changement du système de chauffage, isolation des murs ou isolation des combles aménagés ou aménageables. Et là, dans cette dernière offre agilité, il y a la possibilité de cumuler les primes coup de pouce économie d'énergie. Qui n'est pas possible dans les aides sérénité. D'accord. Et puis alors là, très rapidement, on va juste citer les noms des différentes plateformes d'aide à la rénovation énergétique. Il nous reste très peu de temps. Donc sur Rennes Métropole, il y a une plateforme qui s'appelle Écotravaux. Alors sur Rennes Métropole, il y a une plateforme Écotravaux qui existe depuis quelques années. La nouveauté, c'est que la semaine dernière, en conseil communautaire, Rennes Métropole a voté une aide à la réalisation d'un audit et une aide aux travaux. L'idée, c'est d'encourager les particuliers à réaliser un audit. C'est surtout avoir une connaissance des travaux à réaliser. Et je pense que c'est l'élément déclencheur pour passer à la deuxième étape. Donc, il y a une aide à l'audit pour une participation financière pour la réalisation d'un audit qui est pour les ménages à revenus intermédiaires, puisque les ménages sous plafond de ressources ANA, ils ont un accompagnement par un opérateur ANA. D'accord. Et il y a une aide surtout aux travaux à partir du moment où les particuliers iront sur une rénovation BBC. Très bien. Donc basse consommation. Basse consommation. Très bien. Et puis il existe l'équivalent, en tout cas des plateformes également sur Brest, avec Tinergie, Opération Rénovée à Vannes, et puis Espace Info Habitat sur les Côtes d'Armor. Oui, et puis il y a encore bien d'autres plateformes. La Bretagne est bien garnie en La Bretagne plateforme. est bien garnie. Il suffit de se renseigner, de se rapprocher de son Nadil, par exemple, éventuellement. Merci beaucoup, Lucie. Puisqu'on vient de parler de travaux, eh bien ça tombe bien. On va retrouver maintenant notre ami Jean-Pierre, expert en bricolage. Il va nous apprendre aujourd'hui à remplacer une prise électrique. Compliqué, mais pas tant que ça, vous allez voir. Il y en a 3 en tout cas qui sont prêts à essayer.
Bonjour, c'est Chanès. Bonjour, c'est Dominique. Bonjour, c'est Nathalie. On est venu voir JP pour apprendre à remplacer une prise électrique. Bonjour Dominique, Nathalie, Chanès. Bonjour Jean-Pierre. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remplacer une prise électrique en toute sécurité. Allons-y. Pour remplacer notre prise électrique, nous allons tout d'abord couper le courant pour éviter tout risque d'électrocution. C'est parfait. Alors, les prises, en général, ont une platine qui permet d'accéder au mécanisme derrière. Donc on va commencer par enlever cette platine. Nous allons maintenant dévisser les deux vis qui sont de chaque côté pour pouvoir sortir la prise et accéder aux câbles qui sont derrière. C'est parfait. Ça vient à peu près facilement. Sur une prise électrique, vous avez 3 fils. Nous avons une phase par laquelle le courant arrive. Nous avons un autre par lequel le courant repart. Et nous avons un fil au milieu, qui est le fil de terre, par lequel le courant peut se décharger si jamais on faisait une fausse manip, on mettait ses doigts. Alors maintenant, on va prendre une petite photo pour pouvoir s'y référer au remontage si on a un doute sur la position des fils. Alors, cette prise est très simple. On a des petites languettes sur lesquelles on va appuyer. Et en même temps qu'on appuie, on va prendre une pince à bec, on va tirer le fil vers l'arrière. Et voilà, notre prise est démontée. Nous allons maintenant pouvoir passer à la dernière étape, le remontage. Pour remplacer maintenant notre prise électrique, nous allons rebrancher les fils. Vous vous souvenez qu'on avait pris une photo ? Oui. Eh ben, elle va nous servir à ne pas se tromper dans l'ordre de branchement. Alors, il faut l'enfoncer bien jusqu'au bout. Il ne faut pas plus qu'on voit de câbles dénudés ici. C'est une règle de sécurité. Maintenant, on va remettre cette prise dans son logement. Le petit cache. Il ne nous reste plus maintenant qu'à remettre le courant. Maintenant, on va tester notre prise pour s'assurer qu'on a bien du courant sur la prise. Et voilà, notre prise est remplacée. Vous avez vu, c'est une opération toute simple. Il faut juste être méthodique et bien suivre les règles de sécurité. Merci JP. Merci JP. Merci JP. On résume. Pour remplacer une prise électrique, coupez le courant pour éviter tout risque d'électrocution. Enlevez la platine et dévissez les deux vis pour accéder au fil à l'arrière de la prise électrique. Prenez une photo pour pouvoir vérifier l'emplacement des branchements lorsque vous réinstallerez la prise. Appuyez sur les languettes de la prise et retirez les fils avec une pince à bec. Rebranchez les fils dans la nouvelle prise. Attention, pour votre sécurité, enfoncez les câbles dénudés jusqu'au bout. Revissez la nouvelle prise et replacez la platine. Remettez le courant et testez la nouvelle prise électrique avec une lampe. Et voilà, vous savez désormais remplacer une prise électrique en quelques étapes et en toute sécurité. Vous auriez bien aimé le voir avant, ce petit module, hein, Sébastien, vous avez testé. Le coup de la photo, je pense que je me suis fait avoir. Donc, T'as pris un selfie. la prise. Allez, on va pas parler d'électricité, mais d'emploi avec vous. D'accord. Et vous passez un coup de gueule ce matin. Ouais, un coup de gueule, voilà. Donc c'est Stop au Tinder de l'emploi. Donc tout le monde connaît cette application qui consiste à mettre en relation deux personnes désireuses de trouver l'amour. Enfin, pas tout le temps, mais c'est ce qu'on nous vend quand même. L'amour. Voilà, l'amour. Le mode de fonctionnement est assez simple. On vous présente une photo, des mots-clés, et juste avec votre pouce, si vous cliquez à droite, hop, on le met dans le panier. Si vous cliquez à gauche, flop, on met dans la corbeille. Vous voyez, on parle bien d'humain sur ces sites de rencontres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sébastien nous parle de ça ? Pourquoi il nous parle de sites de rencontres et du monde de l'emploi ? Figurez-vous qu'aujourd'hui, d'accord, on applique les mêmes codes au monde de l'emploi. Et on n'arrête pas d'entendre, il faut que le candidat puisse postuler en un clic. Ouais. Alors je vais le dire solennellement. Attention. La caméra est là. S'il vous plaît, arrêtez ce massacre. Parce qu'il se passe quoi derrière là, on a forcément des candidatures qui sont, si on prend le thème des sites de rencontres, qui sont plus des pulsions que des envies de postuler. Et puis, quand vous appelez, la plupart du temps, vous tombez sur la messagerie. D'accord ? Donc, et vous savez quoi ?
très peu rappellent. Forcément, ils ont cliqué. Et quand vous arrivez à voir les candidats au téléphone, eh bien, ils sont un peu ah oui, rappelez-moi, c'est quelle offre, parce que j'ai envoyé tellement de CV, j'ai cliqué tellement dans le panier que je ne me souviens pas. Et quand ils s'en souviennent, vous commencez à expliquer le poste, et là, on vous dit « Ah ouais, non, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. » Ça fait pas sérieux. Bah oui, forcément, t'as pas pu voir comme ça parce que t'as pas regardé. C'est ça. T'as pas pu regarder dans le détail l'offre d'emploi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à la bonne vieille lettre de motivation, finalement? Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut revenir à la lettre de motivation. Petit aparté. Donc, j'en profite. Il y a deux choses qui vous permettent de savoir si vous êtes encore à l'âge préhistorique du recrutement ou si vous êtes dans le 21e siècle. La première, c'est la lettre de motivation. Et la deuxième chose, c'est la fameuse question des 3 qualités, 3 défauts. Si vous continuez à poser ces questions-là, appelez-moi, il faut qu'on parle. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bref, revenons à nos moutons, à 5 pattes. Ouais. Que faut-il faire pour attirer leur attention ? Alors, c'est l'instant international de ma chronique, c'est le moment où je commence à parler anglais. Attention. Nous allons faire ce qu'on appelle de l'inbound recruiting. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est l'inbound recruiting? C'est ça, c'est bien. C'est l'art de faire venir à soi le candidat et non plus d'aller le chercher. On arrête d'aller à la pêche en mettant des annonces, des offres d'emploi au bout de sa ligne pour essayer de capter le bon candidat. Concrètement, c'est quoi? Vous allez rajouter un blog à votre site, et puis vous allez écrire des articles qui répondent au centre d'intérêt des personnes que vous recherchez. Exemple, vous cherchez des développeurs web, d'accord? Vous faites un article sur les dernières technos, et à la fin, vous expliquez comment vous gérez cette partie chez vous. Même chose, vous cherchez un chef de chantier, faites un article sur les derniers matériaux qui existent, et expliquez encore une fois comment vous allez les utiliser dans votre société. Et plus vous écrivez de contenu, et plus vous serez référencé naturellement par le géant du web qui est Google. Et plus vous serez lu par vos candidats potentiels, et plus vous deviendrez irrésistible. Et vous savez ce qui va se passer à un moment donné? Non. Eh bien, les candidats vont venir postuler tout seuls. Ils vont venir à vous. Moralité de cette chronique, si comme les sites à clics, tu cherches l'histoire d'un soir, dans le déclic, tu ne mettras point d'espoir. Car seul le contenu te permettra de te mettre à nu et d'attirer le candidat tant espéré. Ouais. C'était l'instant poésie de cette émission. Magnifique. La poésie et l'emploi ne font qu'un avec toi, Sébastien. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, vous postulez comment les uns les autres? Vous attendez qu'une offre vienne à vous ou vous cliquez? Kira, dans votre domaine, dans le catch, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'attends que ça vienne à moi. On m'appelle, je réponds. Et voilà. En général, je postule pas, on vient à moi. Voilà, c'est beau, vous voyez, tout est dit. C'est chic. Allez, on va voguer maintenant vers la rubrique mère de cette émission. On va vous retrouver, Adélaïde. Vous allez nous présenter le contenu du prochain Littoral, du magazine Littoral sur notre antenne, et on parle de transport à la voile. Transport à la voile, car je ne sais pas si vous le savez, mais 80% du transport maritime, du transport dans le monde se fait par la mer. C'est énorme, donc... Forcément, tout ça se fait avec des navires commerciaux, 50 000 environ sur toutes les mers du monde, et puis ça pollue. Donc, depuis quelque temps, se développe cette idée de transporter les marchandises à la voile. Et pour cela, Douarnenez est devenue une sorte de place expérimentale ou place forte, avec la société Tôte et son créateur Guillaume Legrand, qui dispose d'une flotte de plusieurs navires qui transportent environ 200 tonnes de produits par an. Alors, c'est souvent des produits qui ne vont pas être périssables, comme du rhum, du vin, du café, enfin des choses qui peuvent se garder un peu avant d'être consommées. Et puis, il y a des bateaux aussi qui font escale à Douarnenez. Une de nos équipes, un réalisateur donc, avec qui nous travaillons en littoral, Mathurin Péché, a embarqué à bord d'une Nordlice, un vieux cargo à voile, c'est l'un des plus anciens, prêté par une compagnie hollandaise. À bord, un équipage de 8 marins, vous allez voir, qui sont assez étranges, qui en gros embarquent dans cette aventure. Et ce navire donc fait escale à Ostende avant d'aller jusqu'au Danemark. Je vous propose de regarder un extrait. So, good morning. Morning. Beautiful day. Another day in paradise. We're heading east.
We can steer about 90, 100. Keep her as high as possible, because in front of us is the traffic separation scheme. At the moment the wind is still there. I suspected it to drop down a bit, but it didn't, so that's only good for us. Heading now with 5.5 knots towards Oostende. Breakfast! Coast Guard, you are loud and clear on Channel 1. Over. Sailing around here in the English Channel with an old boat, it's possible, but without an engine, we have to be extra aware. So the red one is us, and all the other ones are ships close by us. You can see them with the AIS. And if you zoom in a bit, you can see there is some traffic around here. This is called a traffic separation scheme. This is where the big boats have to go in. We are allowed to sail there, but better not. It is still the busiest waters in the world. Actually, all the ships, the container boats moving to Rotterdam and to Hamburg, they all pass here through the English Channel. And we maneuver in between them. Dans la zone la plus fréquentée au monde, forcément, quand on passe dans la Manche, il y a du monde autour. Alors quand on a un tout petit voilier qui n'a pas de moteur, en plus, ça j'ai pas dit tout à l'heure, un peu compliqué. Faut être vigilant. Ouais, faut être vigilant. C'est un peu des Don Quichotte des temps modernes, ces cargos à la voile finalement. C'est comme ça qu'ils aiment s'appeler, Don Quichotte des temps modernes, avec donc ce principe de fret à l'ancienne. Alors bien entendu, c'est vraiment une niche, une goutte d'eau dans l'océan, forcément du nombre de marchandises transportées par le monde. Enfin, mais ça commence, donc forcément on a envie de les encourager. Et puis ça donne aussi des idées à d'autres. Alors il y a plusieurs projets qui ont été lancés. Yves Parlier veut mettre une voile de kite sur un cargo. Il y a un peu partout des voiliers même qui sont créés en Norvège dans cette idée de vraiment transporter de la marchandise. Et puis plus près de nous, en Bretagne, il y a la volonté d'une association de remettre quelque part au goût du jour ce qu'on appelle le cabotage côtier, c'est-à-dire de faire comme autrefois, aller de port en port pour laisser des marchandises et pourquoi pas créer un commerce autour de cela en créant des magasins, des entrepôts et donc faire en sorte qu'il y ait moins de transport routier pour qu'il y ait plus de transport par la mer, l'association Havel Marine qui a développé aussi des bureaux d'études à Saint-Malo, à Lorient, pour réfléchir à cette question et pourquoi pas transporter en rénovant des anciens bateaux, des caboteurs, en y mettant des voiles, des marchandises pour que cela se développe plus. C'est un argument commercial peut-être également quand on revend comme ça des marchandises qui ont été transportées à la voile. Tout à fait, Toth s'en sert. Donc sur les étiquettes de vin qui sont vendues, le vin est vendu un peu plus cher, 10 à 15 centimes par bouteille, mais il est marqué transporté à la voile. Ça rajoute, on a l'impression de voyager, tout de suite, de participer à ils ont le bonnet, les boiseries, il y a cette ambiance-là qui est chouette. Oui, tout à fait. Donc ce documentaire, Les Convoyeurs du vent, qui a été réalisé par Mathurin Péché, produit par Mille et une Films, est diffusé ce dimanche à 12h55 dans Littoral sur France 3. Sur notre antenne, bien, à ne pas louper, forcément. On va changer complètement d'univers, on va retrouver Chimera, voilà, vous êtes bretonne, Kira, bienvenue à vous. Vous êtes catcheuse professionnelle. Voilà, c'est un milieu un peu méconnu pour bon nombre d'entre nous. Avec vous, on va justement se pencher un petit peu sur cet univers-là. On va vite le comprendre avec vous, c'est une passion. Vous êtes tombée dans la marmite de quelle façon? On a envie de vous demander un peu. Là-bas, j'aimais pas ça du tout. Et c'est du mal à vous croire aujourd'hui. C'est surprenant, j'aimais pas ça. Vous avez découvert ça comment? J'ai découvert ça à la télé. À la base, j'avais beaucoup d'a priori, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Oui, c'est chiqué, c'est violent, machin, il n'y a pas de règles, etc. Puis j'ai vu ça à la télé quand ça passait sur les antennes populaires. Et finalement, à la fin du premier combat que j'ai vu, j'étais là, waouh, mais c'est trop bien, j'ai envie d'essayer. Et vous aviez 14 ans? J'avais 14 ans, c'est ça. 4 ans plus tard, vous rentrez dans une école professionnelle? Tout à fait, à Westcatch, à Lamballe. Westcatch à Lamballe. Et puis la personne qui s'en occupait a arrêté? C'est ça, donc, et la personne qui s'en occupait est devenue simplement promoteur, c'est-à-dire qui gère des shows. Et donc du coup, avec le coach de cette école-là, on a repris une école à nous deux qui s'appelle l'école bretonne de catch et qui est située à Mordel, à côté de Rennes. C'est la seule école professionnelle de catch bretonne?
Du Grand Ouest même. D'accord. Vous organisez d'ailleurs un show très prochainement là, Oui, c'est ça, le 29 novembre à Mordel, du coup. Là-bas, ça va. Je serai à Londres à ce moment-là, mais il y a des possibilités que je sois là. D'accord. Il y a possibilité que je sois là. On ne sait jamais. On sait jamais. On verra. Alors, comme on n'y connaît pas grand-chose, pour tout vous dire, on avait envie d'en savoir un peu plus. Quelles sont les règles du jeu précisément? On parle de quoi? De prise, de... Alors, c'est pas un jeu déjà. Hein. C'est un business très sérieux. D'accord. Le but, c'est de gagner. Alors, pour gagner, c'est simple. Il faut river les épaules de son adversaire au sol pendant 3 secondes. Il y a un arbitre pour ça. On rive les épaules au sol ou alors on gagne par soumission. Regardez la tête qu'on a mis par soumission. Très bien. C'est-à-dire que visible par un public, par tout public. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Soumission, c'est-à-dire la personne déclare forfait. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a tellement mal qu'elle se dit non. C'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Vous parlez de stipulation. Qu'est-ce que c'est les stipulations? Alors, c'est ce qui diffère un match d'un autre, c'est-à-dire que parfois on a des matchs par équipe, des matchs à 3, des matchs hardcore. Enfin voilà, des stipulations. Donc c'est des styles de combat en fait. C'est des styles de combat. D'accord. Alors, plutôt que d'en parler, on va essayer de voir un petit peu quelques images pour nous donner une petite idée. Non, on ne va pas le faire. Enfin, si vous voulez, Catherine. On va vous voir à l'œuvre avec l'une de vos prises favorites. Ça s'appelle la German Suplex. Alors on regarde tout de suite. On va voir ce que ça donne. Hop là. Ah ouais, quand même. C'est différent d'Inbound Recruiting. C'est assez fatal, on va dire. C'est assez fatal, c'est-à-dire que là, on s'en remet pas trop. Là, c'était contre une catcheuse parisienne. C'est ça, Mariana, qui vient de l'APC à Paris. Oui. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans le milieu du catch? C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes nombreuses? On n'est pas très nombreux, justement. Donc, c'est vrai que du coup, on a l'habitude de se rencontrer les unes les autres. Mais du coup, c'est un avantage aussi dans le sens où on se connaît et on sait que le combat va être intéressant. Ouais. Comment vous vous entraînez, justement? Alors, pour l'entraînement, déjà, il y a toute une partie chez soi, on va dire, où on va à la salle de musculation, on fait attention à notre hygiène de vie. Pour ce qui est des entraînements à proprement parler, on apprend à chuter, on apprend à gérer son corps dans l'espace, faire des roulades, à donner et à recevoir des coups aussi, à donner et faire des prises, et à recevoir des prises, pardon, aussi. Donc oui, c'est un entraînement très intensif, où il ne faut pas avoir peur de se faire mal aussi, quoi. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie, on va dire ça. Alors le 23 novembre prochain, dans le nord de la France, vous allez participer à un championnat qui peut potentiellement vous faire devenir la prochaine championne d'Europe. Championne d'Europe, tout à fait. Ce sera à Hénin-Beaumont pour le compte de ICWA. Et du coup, oui, voilà. Alors j'ai 2 combats ce soir-là. Un combat pour être championne d'Europe contre l'actuelle championne qui s'appelle Camille Grignon. Et un combat contre 29 personnes. Elle est bionique. Oui. Y compris énormément d'hommes. Et en fait, c'est le champion de France qui remet sa ceinture en jeu contre 29 personnes. Et je fais partie de ce combat-là. Et ça s'appelle un Rumble. En fait, le nom du combat, c'est le French Rumble. Et là, ça va être intéressant. Donc moi, je sais que... Le concept, il y a 29 personnes qui défilent les unes après les autres. Ouais, c'est ça, exactement. Les unes après les autres. On arrive les uns après les autres pour essayer de rester le plus longtemps possible dans le combat et gagner la ceinture. Impressionnant. Alors, on imagine que vous allez dégainer votre arme fatale ce soir-là. Un spine buster, c'est ça? Tout à fait. C'est la prise avec laquelle vous gagnez le plus souvent. Alors, on a envie de voir tout de suite là, ce que ça donne. Alors, spine buster, la traduction, c'est quand même éclateur de colonne vertébrale. on peut le voir. On a compris. Je suis pas du genre à aller dans la dentelle, on va dire. Je rentre sur le ring, j'ai ma batte avec moi. Dessus, c'est écrit tout cassé. Voilà. Comme ça, moi. Le message est clair. Le message est très clair. Est-ce qu'on peut vous emmener pour la négociation d'un DPE, par exemple? Pourquoi pas Cool. Je voulais savoir, est-ce que c'est scénarisé à 100% ou quelle est la part d'improvisation, quelle est la part réellement de combat indécis? Alors, il y a énormément de... disons qu'on ne sait pas qui peut gagner, qui peut perdre. Ça, voilà, il y a beaucoup de clichés par rapport au catch, mais tout peut changer à n'importe quel moment. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir un abandon, il peut y avoir pas mal de choses. Donc, ça reste un spectacle dans le sens où il y a les jeux de lumière, il y a les costumes, il y a les maquillages, il y a la musique d'entrée, il y a tout ça.
Ça reste un show, mais aussi un combat, un vrai combat. Mais les prises, par exemple, il faut savoir accepter la prise de l'autre, il faut savoir justement jouer le jeu, justement. Vous ne refusez pas la prise ou... Alors, il faut surtout savoir la prendre. C'est-à-dire, il faut surtout savoir accepter la prise pour pouvoir bien chuter et pas se faire mal, pour pouvoir continuer le combat par la suite. C'est tout l'enjeu. Écoutez, Kira, on vous souhaite bonne chance pour le 23 novembre où potentiellement vous pouvez devenir la prochaine championne d'Europe et championne de France. Je le serai. On viendra nous voir à ce moment-là et on fera un petit combat, on fera une démo pour voir. D'ici là, Catherine s'y mettra. Je vous envoie mon CV. Très bien. Et il y en a un qui n'est pas combat mais qui n'est que câlin. Il s'agit bien sûr de Billy. Mais Billy, bien sûr. Qui est allé à la SPA de Rennes retrouver celui qui sera peut-être votre nouvel ami pour la vie. On y va. Bonjour. Bonjour Billy. Comment ça va? Ça va très bien. Alors là, on est avec un beau petit bonhomme ce matin, je l'adore. Il s'appelle Nesta. Il a des petites pellicules, mais ça, c'est pas très grave. Comment il s'appelle? J'ai besoin d'une petite douche. Comment il s'appelle? Je l'ai entendu. Nesta. Nesta. Alors, c'est un garçon, du coup, hein? Oui. Quel âge il a? Il a 8 ans. Il a 8 ans. Ah oui, d'accord, on voit des petits poils blancs, là. Il est un petit peu grisonnant, mais loin d'être vieux. Voilà, c'est un chien qui a beaucoup d'énergie encore. Ok. Après, c'est ce que j'appelle le chien polyvalent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rester enfermé à la maison le temps que ses maîtres aillent travailler, par exemple. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Un chien qui reste tranquille à la maison. Mais par contre, il va avoir besoin de se dépenser quand même en extérieur, faire des belles randonnées avec ses maîtres. Voilà, ça peut être un chien qui peut vivre même en appartement à partir du moment où on lui consacre du temps. Ok, jouer au football avec les enfants dans le jardin, c'est bon aussi? Aussi, oui, c'est un chien qui est adorable avec l'humain. On évitera les autres animaux dans son foyer. D'accord. Par contre, avec l'humain, voilà, c'est vraiment un amour de chien qui... Les chats, il n'a pas l'air d'être trop embêté, là, on le voit à côté mais non, des chats. vraiment, on ne le placera pas avec des chats. Parce que c'est pas D'accord. parce qu'il dit rien comme ça qu'il peut cohabiter avec. Ah ouais, ça c'est dommage. Hein. Donc il a 8 ans, on attend à avoir une petite famille ou des gens qui ont un peu plus âgés, c'est pas très grave quoi. Oui, après quand même des gens encore un peu dynamiques, hein, parce que comme j'ai dit, il peut être polyvalent, mais pour ça il faudra qu'il se dépense quand même en extérieur. Okay. Voilà, c'est vraiment un super chien qui a de multiples qualités, parce que c'est vrai que le fait qu'il ne fasse pas de bêtises, il est propre, voilà, il peut rester seul, il s'entend bien avec les enfants, il peut vivre en maison comme en appartement. La seule chose qu'on évitera, c'est les autres animaux dans son foyer. Ça marche. Eh bien, écoutez, c'était Nesta, c'est ça? Nesta, c'est ça. Nesta, il est là au refuge à SPA à Rennes pour venir faire des câlins chez vous. Allez, bon appétit. Il était sage. Hein. Voilà, Nesta vous attend à la SPA de Rennes. Les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui? Ah oui, pleurez pas, pleurez pas. Allez, on se retrouve demain à 10h45. On s'intéressera entre autres au chauffage au bois. Dans quelques instants, on vous propose de retrouver votre série Itinéraire Bretagne. Séverine Breton et Thierry Bouilly se sont intéressés aux monnaies anciennes, aux pièces de monnaies anciennes. Et puis à midi, évidemment, ce sera votre journal régional. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. On vous dit à demain. Kenavo.